Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés pour apporter cette réassurance le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires occidentaux en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent dans cette région, en particulier maintenant, pendant les hostilités, nous considérons qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire pour l'armée russe. Ce que Trump aurait dit lors de ce coup de fil d'1h30 avec une quinzaine de dirigeants à l'Elysée, il dit d'accord, mais moi, je vous demande, dirigeants européens, d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Premier point. Je vous demande par ailleurs de mettre en place une pression économique sur la Chine. Second point. L'aide de Donald Trump ne sera jamais gratuite. Quel sera le rôle des États-Unis prochainement, selon vous, M. Lemissi? Parce que d'un côté, on voit Donald Trump qui refuse de se joindre aux sanctions anti-russes. Il ne se prononce pas ni hier, ni avant-hier d'ailleurs, ni aujourd'hui. Et d'un autre côté, il demande à l'Europe de limiter ou voire même arrêter d'acheter le pétrole russe. Quand on parle de l'Ukraine, il y a les États-Unis qui ont claqué la porte d'une réunion organisée à Paris par la soi-disant coalition des volontaires sur l'Ukraine. D'après l'Élysée, le représentant spécial américain Steve Witkoff a quitté la salle à peine 20 minutes après le début des échanges. Le sujet était jugé trop irréaliste et impossible à tenir. Et on nous dit qu'il n'a vu aucun intérêt à rester. Il ne reviendra que lorsque les Européens auront directement contacté le président Donald Trump. La veille, Vladimir Poutine a été très clair. Jamais la Russie n'acceptera que des troupes étrangères mettent un pied en Ukraine, ni dans le cadre de la guerre actuelle, ni même dans un éventuel plan de paix. Le président russe a aussi averti que si les buts fixés par Moscou dans le cadre de l'opération militaire spéciale ne peuvent pas être atteints par la diplomatie, ces objectifs seront atteints par la force des armes. Alors, à ce niveau, j'aimerais attirer votre attention ou souligner un élément important. Quand on nous dit que les États-Unis se sont retirés d'une réunion, peut très bien juste être un modèle et une blague. Enfin, pas une blague, une manière de nous embrouiller. Est-ce qu'on était là pour vérifier? On n'était pas là pour vérifier son départ. Les médias présents ne sont que des médias occidentaux et tous sont contrôlés par ceux qui étaient là sur place. Par contre, quand on nous dit que Steve Witkoff est parti, donc que les États-Unis ne sont pas d'accord, ça nous donne l'impression que les États-Unis ne veulent pas la guerre. Pourtant, ce sont les Américains qui ont le plus à gagner. Et on sait très bien qu'il y a une guerre actuellement entre le gouvernement Trump et le Deep State américain. Donc, peut-être que Steve Witkoff, lui, est parti, mais il n'y avait pas d'autres représentants qui parlent au nom des Américains là dans la salle. Donc, je voulais vraiment que vous compreniez ce petit jeu médiatique et qu'on prenne ça avec beaucoup de pincettes. Steve Witkoff peut même être parti, mais les États-Unis sont restés par quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, rappelons-nous de la mise en garde de Poutine. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires occidentaux en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent dans cette région, en particulier maintenant, pendant les hostilités, nous considérons qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire pour l'armée russe. Malgré ce que l'on vient d'entendre aussi, et la menace claire et sérieuse de Vladimir Poutine, on a l'Ukraine et ses alliés européens qui semblent incapables de comprendre que la Russie obtiendra ce qu'elle veut, soit par négociation, soit par contrainte militaire. Les Européens croient que leur livraison d'armes pèse lourd. Mais les Russes n'accordent aucune valeur réelle à cette aide. Aujourd'hui, Moscou est en position de force sur le terrain et n'a donc aucune raison de faire des concessions, si ça ne va pas mettre fin à la guerre à leurs conditions. Hier, la réunion de la coalition des volontaires. Alors, on parle énormément et on propose toujours la même chose. Donc, l'envoi de troupes possible après ce conflit en Ukraine. D'ailleurs, certains pays européens le refusent, comme l'Italie par exemple, mais tout de même, c'est trop loin encore de la position russe. On a l'impression que, malgré les efforts diplomatiques de Donald Trump, rien n'a été entendu ni écouté. Oui, effectivement, nous nous trouvons dans une situation où aujourd'hui, une bonne part des États européens, membres de l'OTAN, essaient d'une certaine façon de nous faire revenir à la case zéro, en ce sens où l'origine même du conflit et de l'engagement militaire de la Fédération de Russie en Ukraine est liée justement au fait que la Russie s'est trouvée en situation de se sentir, entre guillemets, être remise en question dans la ligne rouge qu'elle avait tracée
concernant le positionnement neutre de l'Ukraine, qui était une exigence en fait de la Russie et qui est une exigence pour la sortie de crise. Donc mettre en avant l'idée que dans le cadre d'une fin de conflit en Ukraine, eh bien, l'on place des troupes européennes dans cette même Ukraine signifie que toute cette guerre, entre guillemets, s'est déroulée pour rien du tout, avec tout son lot de victimes, et qu'on revient en fait à la situation de départ, la situation de tension qui n'est absolument pas réglée, alors que nous savons très bien que dans les conditions qui ont été fixées par Moscou, eh bien, il y a cette idée de neutralité exclusive de l'Ukraine, comme ça a pu être le cas par exemple en 1815 au sortir des guerres napoléoniennes pour la Suisse, qui a été déclarée État neutre presque par la force. C'est ce qui est attendu en fait de ces discussions, et malheureusement l'impression que nous pouvons retirer de la situation, c'est qu'en réalité un certain nombre d'États européens cherchent une continuation du conflit, une poursuite de la guerre, et essayent en fait de torpiller les efforts de médiation qui ont été menés récemment, notamment à travers la participation de Trump directement dans ces échanges avec le président russe. Le départ de Witkoff, après seulement 20 minutes de la réunion, est un signe très négatif, si on prend le cas de Trump, parce que là, on voit très bien que tout espoir de règlement diplomatique s'éloigne encore davantage. C'est le message que nous, on comprend par ça. Donc, dans ce climat déjà tendu, s'ajoute le mécontentement de Donald Trump face à l'évolution des discussions avec Moscou sur le dossier ukrainien. La presse américaine a révélé que Washington est en train d'accentuer les pressions sur l'Union européenne pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole russe et qu'elle applique de nouvelles sanctions contre les autres grands clients de Moscou. Ce que Trump aurait dit lors de ce coup de fil d'1h30 avec une quinzaine de dirigeants à l'Élysée, c'est qu'il demande en quelque sorte, moi j'appelle ça des contreparties, mais vous les qualifierez comme vous le souhaitez. Il dit d'accord, mais moi je vous demande, dirigeants européens, d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Premier point. Je vous demande par ailleurs de mettre en place une pression économique sur la Chine. Second point. Pour le dire de manière très directe, s'il nous apporte plus de soutien, plus d'appui, il va nous le faire payer ? Oui, dit Hélène Bonnet. Parce qu'il fait tout payer aux Européens. Il fait payer les munitions, il fait payer des droits de douane. En fait, tout est commerce. L'aide de Donald Trump ne sera jamais gratuite. Je pense que les Européens l'ont vu depuis plusieurs mois. Il a encore une fois, il n'a pas pris la parole. La seule parole qui vient de la Maison-Blanche, c'est une demande de contrepartie. Colonel Goya. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, même le soutien éventuel à cette force de sécurité, avec des moyens qui sont déjà présents, mais ça a un coût de fonctionnement, on nous le fait déjà payer. Ce qui, je suis en train de chercher des exemples dans l'histoire, j'en trouve pas. Donc on est dans une approche, oui, il faudra payer déjà, voilà, on peut payer tout. Mais c'est ce qui est absolument hallucinant dans cette... Si Trump a vraiment dit aux Européens acheter du pétrole russe, il a raison de le dire d'ailleurs. Arrêtez d'acheter du pétrole russe. Mais Trump est en train... les États-Unis, la société pétrolière ExxonMobil, là on l'a appris quelques jours, envisage de retourner en Russie. Trump n'arrête pas de dire qu'il veut parler d'éventuels deals de business avec les États-Unis. Et en même temps, il dit aux Européens, arrêtez d'acheter du pétrole russe. Et en plus, par rapport à la Chine, 2 jours après Anchorage, 2 jours après ces 10 minutes seul dans la limousine avec Vladimir Poutine, Trump annonce que finalement, les droits de douane qu'il avait menacé de mettre sur la Chine, eh bien, il va encore retarder ça de 90 jours. Il a mis des droits de douane sur l'Inde parce qu'elle continue à importer du pétrole russe. Mais la Chine, à qui l'Inde maintenant exporte son pétrole russe raffiné, là, on la laisse tranquille pour le moment. Donc, on sent vraiment, excusez-moi, mais que Trump est en train de se foutre de notre gueule. Oui, Le New York Post, NYP, citant un responsable de la Maison-Blanche, rapporte que l'administration Trump exige 2 choses. D'abord, que les pays européens arrêtent toute importation de pétrole russe. Ensuite, qu'ils sanctionnent les principaux acheteurs d'hydrocarbures russes, à savoir la Chine, l'Inde et la Turquie. En outre, les États-Unis avaient déjà infligé des droits de douane de 25% sur les importations indiennes, en plus de taxes déjà existantes du même niveau. En clair, Donald Trump punit New Delhi pour ses achats du pétrole russe. Or, il y a un rapport publié en février par le Centre de recherche de l'énergie et de l'air pur
appelé CREA, C-R-E-A, qui explique que l'Europe a dépensé en 2024 plus pour importer le pétrole russe, 25,5 milliards de dollars, que pour soutenir militairement l'Ukraine, 21,7 milliards de dollars. Certes, l'Union européenne a interdit le pétrole russe par voie maritime. Mais la Hongrie et la Slovaquie continuent d'en acheter via l'oléoduc Druzhba, oléoduc qui bénéficie d'une dérogation. Rien qu'en 2024, ces deux pays ont imposé plus de 10 millions de tonnes, alors que la Russie en a exporté un total de 240 millions de tonnes. Et ils sont actuellement en train de jouer sur une règle, laquelle toute sanction européenne doit être validée à l'unanimité par les membres de l'Union européenne, ce qui permet à la Hongrie et à la Slovaquie de bloquer les décisions quand ça veut nuire au pétrole qui arrive. Jusqu'ici, ces deux pays ont utilisé ce droit de veto et aucune solution n'a encore été trouvée pour les contourner. Dans ces conditions, les États-Unis auront du mal à imposer une interdiction totale du pétrole russe en Europe. Et malgré tout, Andriy Yermak, le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, a déclaré au New York Post que l'Europe finira par suivre Washington si ce dernier renforce les sanctions. Toujours parler en termes de sanctions, bizarrement. C'est-à-dire, ils sont vraiment dans cette optique-là de nous sommes les papas et vous êtes les enfants. Parce que qui dit sanction parle d'une relation de subordination, point à la ligne. Il a ajouté qu'il ferait remonter cette demande aux dirigeants européens lors de leurs prochaines négociations. Selon ses mots, je cite, « Je comprends que les États-Unis attendent un signal clair de l'Europe, qu'elle rejoindra sans délai leurs sanctions et qu'elle acceptera de se passer du pétrole russe. Je l'ai compris et je transmettrai ce message à ses responsables. » En réalité, les États-Unis n'ont aucune raison sérieuse de mettre la pression sur Bruxelles à propos du pétrole. Ils ont déjà signé avec l'Union européenne un accord commercial qui leur est favorable. La situation est bien différente avec l'Inde. Trump cherche à obtenir un traité économique qui avantagerait Washington. Et c'est pour cela qu'il utilise la méthode des droits de douane. Le pétrole russe n'est qu'un prétexte. Même sans ce sujet, les Américains auraient trouvé un autre moyen de faire pression sur New Delhi. Si les États-Unis voulaient réellement bloquer l'exportation du pétrole russe, ils auraient tout simplement interdit n'importe quel pays d'en acheter. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas ce qu'ils font ou comptent faire. Les seules sanctions mises en place concernent l'Inde et sous forme de taxes à l'importation. Pourtant, la Chine achète beaucoup plus de pétrole à la Russie, sans parler de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Serbie, de la Turquie, du Brésil, de l'Arabie Saoudite et bien d'autres pays. Je ne peux pas tous les citer. Et encore eux, Washington ne prend aucune mesure pour tout ça, pour tous ces pays-là et dans tous ces cas de figure. L'Union européenne non plus n'est pas menacée. Factuellement. En réalité, Bruxelles n'a même pas besoin d'être poussée parce qu'elle veut déjà se détacher du pétrole russe. Cet été, l'Union européenne a modifié son règlement sur les hydrocarbures russes, obligeant la Hongrie et la Slovaquie à présenter d'ici 2027 un plan concret pour s'en passer. Mais si jamais ces deux pays perdaient totalement l'accès au pétrole russe, peu importe la raison, ils se tourneraient simplement vers le marché mondial. Résultat, un pétrole plus cher, parfois mélangé à différents types de composés. Les cargaisons arriveraient en Croatie, puis repartiraient par oléoduc vers Budapest et Bratislava. Leurs raffineries continueraient de tourner, mais avec une rentabilité en baisse, bien plus basse que ce qu'ils ont eu l'habitude de connaître. Pour des petites économies, ce serait une perte sérieuse, une perte gigantesque. Et comme aujourd'hui, elles revendent une partie de ce carburant supplémentaire à l'Ukraine pour en tirer des bénéfices, cet équilibre serait brisé. Concernant des produits pétroliers raffinés à partir du pétrole russe et revendus par l'Inde ou par la Turquie, il n'y a pas non plus de véritable nécessité d'imposer des pressions supplémentaires à l'Europe. L'Union européenne a déjà adopté une interdiction sur ce type de carburant prévue pour pouvoir entrer en vigueur en janvier 2026. D'ici là, elle doit simplement mettre au point un mécanisme précis à présenter aux États-Unis pour justifier sa position. Mais dans les faits, il serait extrêmement compliqué de vérifier l'origine exacte du carburant. L'Inde et la Turquie n'auront qu'à déclarer que leurs produits viennent d'un autre type de pétrole. Et le problème sera contourné. Maintenant, si la Russie finit par perdre complètement le marché européen, elle et ses alliés de réexportation comme l'Inde et la Turquie vont se tourner vers les pays émergents. Et ce n'est pas un hasard. La plus forte croissance de consommation de pétrole dans le monde entre 2023 et 2024 a déjà été enregistrée en Asie-Pacifique, notamment au Bangladesh, au Vietnam, à Singapour et au Sri Lanka.
Quel sera le rôle des États-Unis prochainement, selon vous, Monsieur Lemissi? Parce que d'un côté, on voit Donald Trump qui refuse de se joindre aux sanctions anti-russes. Il ne se prononce pas, ni hier, ni avant-hier d'ailleurs, ni aujourd'hui. Et d'un autre côté, il demande à l'Europe de limiter ou voire même arrêter d'acheter le pétrole russe. Est-ce qu'il voit là, le président Trump, une opportunité pour vendre leur énergie à l'Europe également, au-delà du règlement de ce conflit? Alors, on parle d'un Trump, alors qu'en réalité, il y a plusieurs Trump. Hein. La vraie question, c'est de savoir quel est le Trump qui s'exprime. Est-ce que c'est le véritable Trump qui s'inscrit dans une logique où il considère que la guerre en Ukraine a été une erreur historique et que durant sa présidence, cette guerre n'aurait jamais eu lieu, ce qui est très probable au demeurant. Et puis il y a l'autre Trump, c'est-à-dire le politique Trump, qui doit faire face à une opposition en interne, celle de l'État profond américain et notamment du complexe militaro-industriel qui veut absolument la poursuite de cette guerre parce que c'est s'assurer de commandes très importantes, particulièrement intéressantes économiquement, et puis toute une partie de ce que Pierre Conessa appelle le complexe militaro-intellectuel qui, dans cette mouvance néoconservatrice, en fait, considère la Russie comme un ennemi historique à détruire et à affaiblir, et qui en réalité pousse pour que ce conflit se perpétue. Donc Trump est pris un petit peu en otage. D'un côté, il voudrait justement hâter la fin de cette guerre en donnant la part belle à la Russie, en ce sens où la Russie a gagné la guerre et donc reconnaît la réalité du terrain. Et puis un autre Trump qui doit faire face à des pressions économiques, des pressions politiques très fortes. Et donc il essaye de jongler entre ces deux éléments, tantôt avec un discours qui s'engage justement dans une logique de paix, et à un autre moment un discours de fermeté à l'égard de Russie, menace de sanctions réitérées, voire de soutien militaire à travers des livraisons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a exprimé une chose essentielle, c'est que l'armée américaine ne participerait jamais en fait à ces initiatives portées par les Européens. C'est-à-dire, le jeu politique continue alors que les gens veulent juste vivre tranquille, mais non, ils sont toujours là en train de jongler. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.